Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneur d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Pour cet épisode, je me trouve en Bretagne, plus précisément à Cancale, pour vous présenter 3 projets aujourd'hui. Cet enregistrement a été réalisé en octobre 2023 lors de l'événement l'ESS, la Bretagne et la mer, organisé par le réseau Apogée. Je vous partage les témoignages de 3 entrepreneurs engagés en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap au travers du surf, de l'animation nature et de l'accès à la citoyenneté. Vous pourrez écouter Johan Lemagadou, coordinateur et éducateur spécialisé au sein d'UNMAS pour l'association Koalia. Il est également consultant sur les questions d'accessibilité autour du handicap. Maël Soulen, moniteur et éducateur sportif au sein de son école de surf, Armor Surf School. Et Benoît Le Foulgoc, directeur adjoint et éducateur nature au sein de l'association Escale Bretagne. Très bonne écoute. Moi, c'est Johan Lemagadou, je suis coordinateur au sein d'une maison d'accueil spécialisée de l'association Koalia qui est basée à Dinan. Et par ailleurs, je suis consultant indépendant sur les questions d'accessibilité autour du handicap. D'accord. Et aujourd'hui, ma présence sur cette journée Apogée, avec le thème de levier, la mer, levier d'inclusion, est très intéressante parce qu'en fait, elle va synthétiser un petit peu les projets qu'on peut développer sur le territoire. À savoir un projet autour du surf et du handicap, un projet autour de l'éducation à l'environnement et du handicap, et puis un projet qui paraît peut-être plus éloigné au prime abord, c'est l'accès à la citoyenneté, au droit de vote, mais du coup la citoyenneté, ça engage les différents domaines de la vie de chacun. D'accord. Est-ce qu'on peut commencer par justement ce projet en lien avec la citoyenneté ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'idée de base, l'origine un petit peu du projet ? Le 23 mars 2019, les personnes sous tutelle en France retrouvent tous les droits de vote. Donc c'est une belle avancée législative. Cependant, en fait, les personnes ne sont pas formées, pas sensibilisées, elles n'ont aucun parcours autour de l'accès au droit de vote. Et du coup, avec 2 ou 3 collègues au sein de la masse, on s'est employé à mettre des outils pédagogiques pour rendre accessible ce droit de vote. Donc on les sensibilise, on les informe et on les forme sur c'est quoi la citoyenneté en général. Donc la citoyenneté, ça peut être aller voter, mais ça peut être bien au-delà, ça veut dire je fais des choix éclairés, je peux décider, je peux donner mon avis, ce qui en fait a trait à l'autodétermination. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et dans ce projet de droit de vote, là, d'accès au droit de vote depuis 2020, on passe à tous les scrutins. Les gens participent à des ateliers réguliers. Ils vont voter ou pas, c'est leur choix. En tous les cas, en fait, ils ont un espace dans lequel ils peuvent s'exprimer comme tout à chacun. Et donc par dérivation, après, ça peut se dire, tiens, je peux aller participer à une activité pas commune, par exemple du surf. Je peux aller participer à des actions d'éducation à l'environnement. Je peux aller participer à des actions sur la place de la femme dans le monde, sur plein de choses. Donc c'est créer un espace qui n'existait pas, tout simplement. D'accord. Donc c'est les rendre un peu acteurs et leur proposer des moyens, des activités, des actions pour justement leur permettre de... Rendre acteur, parce qu'en fait, souvent, dans le secteur du social ou du médico-social, les personnes accompagnées sont souvent sujettes, assez passives. Là, c'est de les impliquer, de leur dire qu'en fait, ils ont un rôle à jouer, qu'ils ont une place qui compte, sauf que il faut s'en saisir. Donc, on sait bien que après des années d'institutions, en fait, les automatismes ne sont plus là, c'est-à-dire j'ai envie, je veux, non, il faut être conforme souvent. Et bien là, en fait, on leur donne un espace qui va dire, je peux faire ça, je suis acteur, je constate pas simplement et je peux changer des éléments de ma vie et puis de la vie de tout à chacun, en fait. D'accord. Par rapport à ce projet, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les différents freins que tu as pu rencontrer et comment tu les as contournés ? Les freins sont nombreux, mais ils sont souvent aussi par ailleurs des leviers. Mais les premiers freins, c'est par les personnes elles-mêmes, les personnes accompagnées qui ont intégré le fait qu'elles ne comptent pas. Ouais. Donc il faut changer ce regard. Les familles qui disent non, mon parent, mon enfant, il n'est pas capable. Ouais. C'est un handicapé. Et puis les professionnels aussi, qui ne sont pas habitués à ça.
Et ils savent très bien que par truchement, si la personne peut commencer à s'exprimer, à décider, à faire des choix, bah, ça va induire des transformations profondes au sein de leur métier, en fait, dans les institutions. Donc ça, c'est les freins. Ouais. Mais en même temps, ces freins peuvent rapidement être évacués, parce que en fait, bah, en discutant, en échangeant, puis en rappelant le droit, tout simplement. Hein. Ouais, tout à fait. Et donc, est-ce que tu pourrais, si on avait des conseils à donner pour, voilà, par rapport à ton projet, comme là on est plutôt sur du temps long, c'est ça? Donc, comment justement, voilà, de quelle façon on peut essayer de changer un peu les postures, de changer les a priori? En fait, souvent, tous les projets démarrent souvent d'initiatives un peu individuelles. L'idée, c'est de fédérer un petit collectif autour de soi, de professionnels, de bénévoles, de bénéficiaires. Et puis après, voir dans quel climat on évolue. Hein. Est-ce qu'on est sur un climat propice ou pas, professionnel, politique ou autre. Et puis, petit à petit, en fait, commencer à formaliser sa pratique. Et puis communiquer autour de soi en disant je fais ci, je fais ça. Pas hésiter à aller communiquer dans la presse, par la presse régionale par exemple. Et puis petit à petit, puis s'appuyer sur des acteurs du secteur. Ça peut être le réseau Apogée par exemple, comme aujourd'hui. Ça peut être, une école sciences politiques par exemple à Rennes, une école de formation des métiers du social, du médico-social. Un politique local, pourquoi pas, plein de choses qui sont, s'appuyer sur des ressources existantes en fait. Ouais, d'accord. Et là, en termes de répartition géographique, ça représente à peu près, on est sur quel territoire? Je ne sais pas si on l'a précisé. Et là, ça touche combien de personnes à peu près? Alors, moi je travaille sur Dinan, on est sur une agglo de 100 000 habitants. L'établissement dans lequel je travaille, il y a 70 personnes accompagnées. Aujourd'hui, il y a 20-25 adultes qui suivent ces ateliers. D'accord. Et il y a à peu près 15 votants. Okay. Donc on voit que ce cercle évolue au fur et à mesure. Et puis on s'aperçoit qu'en fait cette méthode là, parce que c'est devenu une méthode, et bien en fait cette méthode elle peut être dupliquée à plein d'établissements. On a d'ailleurs des outils qu'on souhaite développer et puis échanger. Et on se dit aussi, on part du principe que cette initiative se déroule au sein d'une maison d'accueil spécialisée. C'est un établissement médico-social où il y a le plus de dépendance. Donc si on le fait en masse, on peut le faire partout en fait. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Et pourquoi pas peut-être le développer dans d'autres secteurs, au-delà du handicap? Ouais, complètement. Au sein on a des demandes, des appels du pied de la part de l'Éducation nationale déjà, puisqu'en fait on s'aperçoit qu'il y a quand même une certaine crise abstentionniste en général, perte de sens. Donc là, l'idée c'est pas d'aller promouvoir le droit de vote, c'est pas la question, c'est promouvoir en fait les droits et devoirs que font un citoyen en fait. C'est ça. Donc c'est-à-dire je prends part, je m'exprime et puis j'essaye de changer les choses en fait, à ma façon. Hein. Ouais. Et puis de redonner justement la parole aux personnes et leur apporter une certaine légitimité aussi. Et ça pour tout public, je pense que c'est nécessaire. Voilà, réinvestir les personnes dans leur citoyenneté. Et puis la citoyenneté, c'est pas induit que par la majorité pour aller voter. Hein, la citoyenneté, ça s'apprend des tout petits. Et donc, ça, c'est dans toutes les sphères de la société, dans tous les champs qu'on côtoie, la famille, les loisirs, le travail, plein de choses. Et donc, on s'aperçoit que nous, cette approche, en fait, elle parle à beaucoup de gens parce qu'en fait, elle concerne tous, à tous les niveaux. D'accord. Très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce projet qui te semble important ? Si les gens sont intéressés par cette démarche, qui nous contactent, parce qu'en fait, on cherche, comme pas mal de monde, des financements pour développer nos outils. Ouais. Ça, c'est une chose. Mais au-delà de ça, en fait, nous, on est tout à fait disposés à l'accompagner des professionnels, des bénévoles, des familles qui seraient intéressés par cette démarche. On travaille, comme tous les projets, en open source. Il n'y a pas de copyright, de marque déposée. Et puis, on veut essaimer au niveau local et au niveau beaucoup plus large, régional, national. Très bien. De toute façon, dans le commentaire, on mettra tous les liens et les adresses mail. En tout cas, on mettra les contacts, ce qui permettra aux personnes, effectivement, de te contacter. YouTube, il y a des vidéos. Et très bien, on mettra on fera ça. YouTube. Ouais, carrément. Parfait, merci.
Alors là, on va évoquer donc un projet qui s'appelle Surf pour tous, c'est ça, je ne me trompe pas? Tout à fait. Voilà, alors est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu ce projet? Donc moi je m'appelle Maël Soulen, je suis moniteur éducateur sportif au sein de l'école de surf que j'ai créée, Armor Surf School, basée à Fréhel, dans les Côtes d'Armor. Et j'ai eu la chance il y a quelques années d'être contacté par Johan Le Magadou, donc qui est éducateur spécialisé à la Masse-les-Champs-des-Halles. D'abord dans un premier temps il m'avait proposé d'encadrer des séances, des cycles de séances à destination de personnes en situation de handicap, donc de faire du surf adapté, handi-surf. Ça s'est très bien passé, c'était très enrichissant pour tout le monde, pour les personnes en situation de handicap et énormément aussi pour moi. Et puis par la suite, il m'a proposé de relancer un événement qu'il avait déjà organisé par le passé avec une autre école en Ille-et-Vilaine. Et puis là, cette fois-ci, de le faire sur le territoire de Fréhel, donc la journée Surf pour tous, qui est une journée vouée à promouvoir l'accessibilité du surf aux personnes en situation de handicap pour proposer des baptêmes de surf. Alors, le surf, souvent, on l'imagine debout sur une planche. Pour les personnes en situation de handicap, ça peut être tout simplement de la glisse allongée. On s'adapte en fonction des singularités des personnes, allongées, à genoux, et puis certains debout en fonction de leur capacité. Donc une journée vouée à inviter les résidents de différents établissements du secteur. Il y avait des IME, d'autres maisons d'accueil spécialisées. Voilà. Et puis aussi par le biais de cette journée, faire de la sensibilisation sur l'éducation à l'environnement et puis aussi à la culture. Il y avait donc l'association Escale Bretagne et puis Théâtre en Verre aussi. L'idée de Johan, c'était réellement d'organiser un village en fait sur le site. Donc le site, c'est L'Anse du Croc, plage de l'Anse du Croc à Fréhel. On est également en partenariat avec la Malicorne Surf Association, qui est le club de surf associatif local, qui donc vient épauler sur l'événement. Johan a été un réel moteur pour chercher les financements, planifier, organiser, qui fait quoi. On en a discuté tous les deux ensemble, on se voit régulièrement, on fait des petites réunions. Moi donc je m'occupe plus spécifiquement de l'organisation des séances, je le conseille sur comment organiser les passages, le timing avec les marées, puisque pour le surf on a certaines spécificités en fonction des hauteurs d'eau, enfin ça c'est des petits aspects techniques on va dire, et puis il faut savoir aussi les adapter en fonction du public que l'on reçoit. Le matériel adapté, puisque pour l'handisurf, il faut avoir un matériel spécifique. Mais c'est une belle aventure qu'on va renouveler une nouvelle fois pour 2024. On fait ça début juin 2024. D'accord. Et alors, donc là, on est à la 4e édition, si j'ai bien... Ouais, ce sera la 5e. Ce sera la 5e, Ce sera la 5e édition. 2024. Voilà. Pour 2 jours. Sur 2 jours cette fois-ci. Donc les 2 éditions précédentes, on était uniquement sur un public qui venait de structures spécialisées. Oui. Et là, l'envie, c'était aussi de permettre l'accueil de personnes individuelles, par exemple de gens qui viennent avec leur famille. Oui, c'est ça, parce qu'on est sur l'inclusion, on est bien d'accord. Donc voilà. L'idée, c'était pas que ce soit que des personnes en situation de handicap, c'était justement de mélanger les publics. Oui, et puis peut-être d'ouvrir à un plus large spectre des types de handicap aussi, oui, et pas parce que toutes les personnes en situation de handicap ne sont pas forcément des résidents de structures spécialisées. Oui. Et donc comme les premières éditions c'était en semaine, ne venaient pas les personnes individuelles, on va dire, ouais, ou avec leurs accompagnants familiaux, quoi. Okay. Donc là, ce sera sur un vendredi et un samedi. Ouais. Donc du coup, le vendredi sera consacré aux personnes venant avec des centres spécialisés et le samedi pour les particuliers venant avec leur famille. D'accord. Et là, pour avoir une idée, ce projet, il a été monté à peu près en combien de temps? À partir de l'idée jusqu'à la concrétisation, il s'est passé combien de temps? Alors, Johan avait organisé déjà les premières éditions par le passé, donc il y avait déjà un passif organisationnel. Déjà, il avait déjà les choses bien en main. Après, quand on a organisé ça ensemble il y a 2 ans pour la première édition avec Armor Surf School en 2022, on avait anticipé dès l'automne. Enfin, Johan avait bien, on s'était vu dès l'automne pour préparer. Déjà la feuille de route, trouver les partenaires en amont, s'il y a des financements à aller trouver, parce que des fois il y a le calendrier des collectivités qu'il faut prendre en compte pour le vote d'éventuelles subventions si on veut aller chercher des financements, ou des partenaires privés où ça peut prendre le temps de la réflexion. Il y a le temps de la communication aussi, anticiper la communication pour
diffuser, les réseaux, les impressions éventuelles. Puis il y avait aussi des impressions de textiles donc, qui étaient distribuées à chaque participant. Donc ouais, c'est 6 mois à l'avance qu'il faut anticiper pour un événement d'une telle ampleur. Ouais. D'accord. Est-ce que là, ça correspond à combien de personnes à peu près sur un événement ? On était 300 personnes sur l'événement 2023. Et puis là, on double le D'accord. durée. 300 personnes sur 2 jours. Alors sur une journée cette année. Vous attendiez à ça ? À autant de monde ? Non, et puis on a refusé beaucoup d'établissements en fait. Ouais. On a refusé beaucoup d'établissements. Là, on s'attend à ce que ça. En plus, il y a de la communication, c'est un événement qui s'installe, donc en fait, il risque d'y avoir un engouement autour de tout ça. C'est ça. Ouais. France 3 est venu cette année. Là, il y a France Bleu Armorique qui souhaite s'installer 1 ou 2 jours demeure sur l'événement. Voilà, il y a une envie de visibilité en fait. Oui, donc on sent que ça prend de l'ampleur. Est-ce que vous êtes adapté par rapport à ça, justement, à ce fait un peu le bilan des premières éditions ? Est-ce que vous avez essayé de modifier un petit peu votre approche, etc., pour l'adapter par rapport à cet engouement ? Alors il n'y a pas 300 personnes dans l'eau à forcément faire des initiations au surf spécifiquement. Non, on parle d'une fréquentation globale. C'est le chiffre, le nombre de personnes encadrées dans l'eau est beaucoup plus modeste. Je pense qu'on était sur une 40aine de personnes, 30aine de personnes. Un peu plus. Ouais. Je n'ai pas le souvenir exact. Cette année, sur l'édition 2023, on avait plus de bénévoles venant m'accompagner pour l'encadrement dans l'eau. Et on avait aussi d'autres personnes qui avaient le brevet Handisurf, une formation complémentaire au BPGEPS Surf que j'ai passé avec l'association nationale Handisurf. Là, sur l'édition 2023, on avait Kaby Dubrana, qui est moniteur Handisurf avec la Ligue de Bretagne, de surf notamment. Donc, petit à petit, en fonction de l'évolution du dispositif, il faut faire évoluer son encadrement, ne serait-ce que pour des questions de sécurité et de pédagogie, quoi. Donc, et puis clairement, en fait, apparemment, il fallait 6 mois, aujourd'hui, il faut 10 mois. 10 mois de préparation. Donc ça, c'est une réalité. Et puis après... c'est de s'entourer des bonnes personnes. Cette année, là, on a un parrain quand même qui est majeur, qui arrive dans l'événement, Mathieu Goujon, champion de parasurf. Il prépare. Il était bénévole cette année, il a insisté pour être bénévole, donc c'est super. Et puis il adorait le moment. Et du coup, il prépare les championnats du monde en Californie là, début novembre. Et puis il va nous faire des pastilles vidéo pour faire vivre son parcours, pour montrer qu'il y a des possibilités. Et puis le 7 et 8 juin prochain, il sera là. Et j'espère qu'il sera le 7 parce qu'en fait, il a des sollicitations partout. Donc, c'est bien, c'est que voilà, ça diffuse tout ça. Ça fonctionne bien. Voilà. Est-ce qu'on peut relever les clés de succès de ce projet ? On est plutôt d'accord pour dire que ça fonctionne et que voilà, qu'il y a un réel succès. Pour vous, c'est quoi les 3 clés de succès ? Pourquoi ça marche en fait ? Pourquoi ça fonctionne ? Il faut une bonne anticipation. Il faut... en termes techniques, bien organiser les besoins techniques et les besoins financiers. Moi, en tant qu'éducateur sportif, il y a aussi l'aspect sécurité qu'il faut bien paramétrer. Parce que ça peut, en fonction des conditions météo, il faut bien anticiper tous ces facteurs-là environnementaux. Ça, c'est important pour que tout se passe bien. Et puis les soutiens, ensuite les relais, les soutiens financiers et humains, bien identifier le besoin humain pour pas être dépassé toujours. Et puis avoir des personnes avec des compétences complémentaires. Parce que tout seul, on n'arrive à rien. Tout ça adossé sur le sens originel du projet, c'est-à-dire pourquoi on le fait, pas s'éparpiller justement trop dans la communication, trop dans le financement, en fait, se rappeler à chaque fois pourquoi on fait ça. Donc une notion de plaisir pour les participants, tous les participants, bénévoles, professionnels, et puis se rappeler que voilà, ça doit être fait en bonne entente, ça doit changer les représentations, donc le sens c'est notre pivot en fait. C'est ça, bien à garder en tête les objectifs pour
pour pas se perdre, quoi, toujours rester dans la Ouais, et que ça reste agréable, comme disait Johan, pour tous les parties prenantes de la journée. Entre l'édition de 2022 et 2023, on avait déjà fait un point et revu certaines choses. Ouais. On avait pu déjà élucider des difficultés auxquelles certains bénévoles avaient été confrontés. Ouais. Parce que certains bénévoles, malgré toute la bonne volonté, ils sont pas forcément habitués à accueillir un type de public en situation de handicap. Et des fois peuvent se retrouver un peu désemparés ou pas savoir comment agir par rapport à certaines situations. Il y avait des cas de figure auxquels on avait été confrontés, et puis on a pu justement y remédier, et puis c'est enrichissant pour tout le monde, quoi. C'est ça. Et d'où la nécessité de faire un bilan de chaque événement, de ne pas occulter cette partie indispensable de l'évaluation du projet pour pouvoir optimiser par la suite. Ouais, parce qu'en fait sinon on se retrouve avec des refus, puis des mises en danger aussi. Donc voilà, il faut absolument qu'on bilane, qu'on évalue tout le long, tout le temps. Okay. Et tous. Très bien. Alors également on mettra peut-être des liens vidéo. On a vu une belle vidéo tout à l'heure. Tout à fait. Donc, par rapport sur le descriptif du podcast. Et puis on remettra les dates. C'est en juin. 7 et 8 juin 2024. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci. Alors Benoît, oui. Est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu justement le projet que tu portes aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Donc Benoît Le Foulgog de l'association Escale Bretagne, qui est une association d'éducation à l'environnement qui va fêter ses 10 ans. Donc une structure située à Saint-Lunaire, et qui a développé il y a 3 ans un projet qui s'appelle Strolade. Strolade, ça veut dire la bande en breton. Et on est parti, concrètement, le projet, c'est accompagner des personnes en situation de handicap à acquérir des notions de sensibilité à la nature, mais aussi des notions techniques liées à la faune, la flore et l'histoire, pour pouvoir organiser eux-mêmes une sortie nature pour le grand public. Ça, c'est le projet de base. Par contre, ce projet, il est parti du constat et d'un regard croisé entre le champ de l'éducation spécialisée et le champ de l'éducation nature, où on a remarqué qu'on avait des objectifs en commun, des enjeux communs, et on trouvait anormal que la nature en elle-même, que ce soit la mer ou la forêt, ne soit pas accessible à tous. Et donc on s'est réunis avec Johan Le Magadou, encore une fois, à discuter entre nous, savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre accessible cet élément naturel pour le plus grand nombre. Et donc on est parti en 2019 en créant un temps d'échange, un forum avec plus de 60 structures venues partout de Bretagne et de France même, pour pouvoir expliquer ou comprendre pourquoi ce n'était pas accessible à tous et comment favoriser ces milieux pour le plus grand nombre. Et le projet, ensuite, il est né d'une rencontre liée à cette journée d'échange avec Bruno Alera, qui était à l'origine, donc il est éducateur spécialisé, qui était à l'origine, qui bossait au service d'accompagnement de vie sociale, l'ADAPEI de Dinan, qui est maintenant chargé d'inclusion à l'ESAT des Quatre-Vaux à Corcelles, et qui avait expérimenté le fait d'accompagner des personnes en situation de handicap à organiser eux-mêmes des balades, des randonnées. Et donc nous, on s'est appuyé là-dessus pour montrer qu'il y avait un concept original qui s'appelle l'inclusion inversée, qui permet de changer les représentations, les regards, et surtout favoriser les savoir-faire de ces personnes-là, pour montrer qu'ils sont capables de monter un projet, capables de monter un projet sur du long terme, et capables d'animer eux-mêmes, de prendre la parole devant un public et de s'appuyer sur l'outil nature pour pouvoir valoriser les savoir-faire, tout simplement. D'accord. Et en termes d'implication justement des personnes en situation de handicap, comment ça s'est passé ? Concrètement, de quelle façon vous les avez impliqués ? Alors concrètement, déjà c'est 9 mois d'accompagnement à raison de 1 à 2 séances par mois. Et on a été crescendo, c'est-à-dire au début, avec Johan, on était plus pour les connaître, mieux se faire connaître aussi. Et petit à petit, rajouter l'immersion dans la nature. On utilise beaucoup le sensoriel pour pouvoir commencer ce projet. Et petit à petit, on ajoute le côté technique.
pour qu'à la fin, on s'appuie aussi sur des partenaires locaux, notamment par le biais cette année du théâtre, mais les premières années, c'était l'association À l'Arc, ça a été une guide interprète, ça a été l'association Émeraude Voile Solidaire, qui ont pris part à ce projet et qui ont apporté leurs pattes, leur regard pour alimenter et enrichir ce projet. D'accord. Parce que moi, ce que j'avais compris, c'était que c'était un peu des mises en scène, c'est ça ? Alors cette année, l'originalité, c'est 2 années, donc on a fait 2 ans sur ces ambres, donc en Armor. Cette année, on a décidé de montrer que ce projet, il est aussi possible au niveau des terres, en Argoate. Et on a fait le choix de travailler avec l'association Théâtre Envers, donc pour apporter ce fil rouge théâtral, pour qu'en plus d'une animation nature, les bénéficiaires puissent raconter une histoire et s'immerger via l'histoire de François-René Chateaubriand tout au long de la balade. Donc pour apporter ce côté théâtral en plus d'une animation nature. Et quels sont les retours que vous avez justement des personnes concernées par le projet ? Quels sont les bénéfices exprimés ? C'est un regain de confiance en eux, c'est de la valorisation que ce soit dans leur vie professionnelle ou personnelle. C'est oser. On a eu plusieurs retours. Maintenant, j'ose ou j'accompagne. Je fais du tuilage dans mon travail pour les nouvelles personnes qui arrivent à l'ESAT ou autre chose, pour pouvoir les accompagner moi-même. Ils adhèrent dans des assos par eux-mêmes, alors qu'ils étaient vraiment dans leur monde. Et maintenant, ils osent plus. Ils ont confiance en eux et ils osent prendre la parole en public et aller de l'avant, quoi. D'accord, ok. Et donc là, il y a eu combien d'éditions pour 3 éditions. Donc cette année, ça a été la 3e. Il y a 3 semaines. D'accord. On a été accompagné par la Fondation de France financièrement. Donc là, les budgets pour ce projet, ça t'appelle à projet, s'arrêtent. Mais on souhaite essaimer et continuer et montrer que ça peut être un projet sur du long terme. Non pas sur du one-shot, mais au contraire, qu'on puisse s'appuyer sur une proposition de balade originale avec les offices du tourisme, avec les municipalités, avec les agglomérations, etc. D'accord. Donc là, les besoins actuels, c'est des financements. Des sous. C'est ça. Oui, c'est le nerf de la guerre. Hein. C'est vrai que des projets, on en a beaucoup. Maintenant, l'énergie qu'on y met, ça se valorise. Ouais. Et donc on est en démarche de recherche pour la prochaine édition. Le département Ille-et-Vilaine joue le jeu et nous accompagne pour expérimenter l'année prochaine sur un site, un espace naturel sensible qui leur appartient. D'accord. À voir comment on va le faire, parce qu'ils ont le budget n'est pas à la hauteur des autres projets qu'on a pu monter il y a les 3 dernières années. Donc à voir comment on monte ce projet-là pour l'année prochaine. D'accord. Alors, est-ce que également tu peux nous donner des 3 clés de succès par rapport à ce projet ? Oui, c'est l'échange et puis le fédérer sur le territoire les partenaires aussi. On n'est pas tout seul, nous, coordinateurs de projet, on le fait avec les autres. C'est aussi y croire et puis y mettre des gouttes de bienveillance par rapport aux bénéficiaires qu'on accompagne. C'est montrer qu'il y a aussi du bienfait, c'est-à-dire la nature. D'y être émergé 45 minutes, 60 minutes ou toute une demi-journée, même ça, il y a un véritable changement dans les personnes en parallèle du projet, quoi. D'accord. Alors pour conclure, donc ce podcast est vraiment dédié à l'innovation sociale, qui est un terme très vaste. C'est toujours intéressant d'avoir une définition de l'innovation sociale. Est-ce que vous pouvez, tous les 3, pour vous, l'innovation sociale, comment vous pourriez la définir ? Qu'est-ce que vous pourriez y mettre ? Parce que pour moi, vous faites tous les 3 de l'innovation sociale. Pour vous, ça se traduit comment, ce terme-là ? Pour moi, l'innovation sociale, c'est assez simple, c'est le pas de côté. Ouais. C'est un changement de paradigme.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, transformer les limitations en motivation. C'est de se dire que des difficultés ou des problématiques tout ça, c'est très relatif. Ça dépend de notre point de vue. Et donc, des fois, simplement en se décalant un peu, ce qui nous apparaissait une difficulté devient un super levier. Et la démonstration est que les publics que l'on accompagne, des publics en situation de handicap de manière très très générale, c'est avant tout des personnes et qui ont souvent un sacré power, qui ont un sacrée énergie et qui nous mobilisent parce que ça nous entraîne et on se remet sur un... C'est pas la question d'avoir un pied d'égalité, mais on se remet sur une posture dynamique en fait. Ouais. Voilà. D'accord. Super intéressant. Ouais, c'est aussi d'y croire, c'est pas attendre qu'on vienne nous chercher, que les institutions viennent chercher telle structure pour pouvoir mettre en place le projet. Le projet, les structures l'ont et on est certain que ces projets ont de l'avenir. Et donc on a du recul maintenant pour dire qu'on y va et puis c'est eux qui viendront nous chercher. Très bien. Maëlle, tu veux rajouter quelque chose ? Si je prends le surf comme exemple en termes d'innovation sociale, pas uniquement par le biais de l'handisurf, mais je trouve que le surf peut être un nouveau moyen pour apporter du lien, de l'écoute. En fait, même jouer avec certains jeunes que j'ai en cours qui n'ont pas forcément de handicap à première vue comme ça, mais qui peuvent avoir des difficultés relationnelles à l'école, notamment, et qui des fois, en fait, par le biais du surf, vont se confier à moi, en fait. Et c'est plus, on n'est pas que dans le moniteur de surf, mais vraiment dans l'éducateur sportif. Et par le biais d'une discipline sportive qui peut paraître à la mode comme ça et que ça s'arrête là, mais non, en fait, derrière, il peut y avoir beaucoup de choses et ça peut ouvrir des portes, libérer des gens, libérer la parole, libérer le lien social, justement, parce que... Exactement, ça s'appelle, il y a le surf thérapie, c'est un aspect du surf, en fait, par le biais des vagues, des sensations qu'on va ressentir, ça va libérer le corps et l'esprit. Super, merci. J'ai une dernière question. Alors des fois ça nécessite un peu de réflexion, mais là peut-être pas. Juste vos sources d'inspiration. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin ? Qu'est-ce qui nous fait lever le matin ? Déjà, notre métier, je pense que c'est pareil pour peut-être moins toi, mais non, notre métier, c'est vrai, moi je suis en contact avec la nature et c'est surtout le bienfait, le résultat par rapport au public, au pluriel qu'on accompagne, que ce soit les enfants, le scolaire, le grand public ou sur ces projets les personnes en situation de handicap. On a les regards, les sourires, on a vraiment ce côté bienfait immédiat qui est incontournable, qui est chouette. Moi, je reviendrai à la question du sens, en fait. Dans un monde, des fois, où les repères un peu se troublent, je trouve que c'est pas une chance qu'on a, parce que c'est pas de la chance, c'est plutôt qu'on a des opportunités de changer le monde. Ça peut paraître présomptueux, mais je pense que chacun a un pouvoir d'agir, quel qu'il soit, et faut s'en saisir, donc on y va. Je rejoins ce que disait Johan, c'est comme je le disais tout à l'heure dans la définition de l'innovation sociale, c'est que par le biais de mon enseignement, j'apporte des sourires, on crée du lien et puis on permet à d'autres personnes de se sentir mieux. Ça a du sens, voilà. La valeur n'est peut-être pas matérielle, mais elle est humaine. Super. Merci beaucoup à tous les trois, merci pour votre engagement. Merci. À bientôt, merci. 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 J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à tous pour votre implication dans ces beaux projets. Face à la crise de l'abstentionnisme et à la perte de sens, Johan a mis au point un outil pédagogique pour faciliter l'accès au droit de vote des personnes en situation de handicap. Changer leur regard, leur démontrer que leur voix compte et qu'ils ont une place dans la société. Les éléments essentiels pour promouvoir les droits et devoirs et réinvestir les personnes dans la citoyenneté. Des outils de sensibilisation en open source pour atteindre le plus grand nombre. Fédérer un collectif autour d'une cause. Communiquer largement en local comme au national. Formaliser sa pratique pour pouvoir la diffuser. S'appuyer sur les acteurs du secteur, les politiques et l'enseignement supérieur. Le projet Surf pour tous propose des journées d'initiation au surf mêlant tous les publics pour une journée inclusive et chaleureuse parrainée par le parasurfeur Mathieu Goujon.
les éléments pertinents de ce projet, la nécessité d'anticiper sur les besoins techniques et financiers, ne pas s'éparpiller et se rappeler régulièrement les objectifs du projet. La notion de plaisir est essentielle pour toutes les parties prenantes. L'encadrement des bénévoles doit être très rigoureux sur ce type de projet. Le bilan et l'évaluation du projet ne doivent pas être occultés. Il faut saisir les opportunités de changer le monde. Le surf est un formidable moyen de créer du lien. Il favorise l'écoute, la confidence et réduit les difficultés relationnelles. Le mouvement de la mer, les vagues, permettent une libération du corps et de l'esprit. La prochaine édition aura lieu le 7 et 8 juin 2024. Benoît Le Foulgoc lui nous présente le projet Strolade en partenariat avec l'association Escale Bretagne. Il s'agit d'un regard croisé entre le champ de l'éducation à la nature et le champ du handicap. Les éléments pertinents que j'ai retenus, la force de la nature comme outil de médiation, l'inclusion inversée pour changer les regards et valoriser les savoir-faire, révéler le pouvoir et la force en chaque individu à travers l'animation théâtrale, échanger et fédérer sur le territoire pour un impact plus fort. Il faut y croire et travailler dans une ambiance bienveillante. Et l'utilisation des bienfaits de la nature pour le bien-être de tous. Je vous partage les inspirations de Johan, Benoît et de Maëlle. L'innovation sociale, c'est un pas de côté, un changement de paradigme. Il faut transformer les limitations en motivation. Les difficultés sont relatives. En se décalant, les problèmes se transforment en levier. Il ne faut pas attendre que l'on vienne nous chercher pour monter des projets, il faut développer une posture dynamique. Vous retrouverez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast ? Vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivelet@apogée-6ess.org. À très bientôt.